Bonjour, donc cette petite vidéo a pour objet de présenter les aspects énergétiques des systèmes en mouvement. Alors on va s'appuyer sur le programme de première que vous êtes censé avoir vu. Ce programme-là de première est détaillé ici. Dans ce programme, vous avez vu l'énergie cinétique qui est égale à 1/2 de mv carré, et vous avez découvert comment calculer le travail d'une force, c'est-à-dire comment calculer l'énergie qu'une force va apporter à un système en mouvement. À ce moment-là, on dit qu'elle travaille. Donc ça s'exprime avec le produit scalaire, et cette force se calculera dans le cas d'une force constante. Donc une force est constante signifie que le vecteur force est constant. Comme le vecteur force est constant, on a une valeur constante, ça va. Par contre, il faut s'assurer que ce qui est constant également, c'est le sens et la direction. Donc on a un vecteur constant en valeur, en sens et en direction. Au cours du mouvement considéré, si on remplit ces conditions, on pourra dire que la force est constante. Ce qui veut dire qu'une force qui n'est habituellement pas constante peut l'être dans un exercice particulier. Ça s'appliquera donc à toutes les forces constantes, à toutes les forces qui resteraient constantes dans le cadre d'un exercice spécifique. Il faut bien faire attention à ça. Donc maintenant qu'on a ces deux formules générales, on va les compléter avec le théorème de l'énergie cinétique. D'un côté, on a de l'énergie cinétique de mouvement, due à la vitesse, et de l'autre côté, on a le travail des forces qui apporte cette variation de vitesse au système. Et donc là, on a un lien entre les deux quantités, le travail et l'énergie cinétique, à travers le théorème de l'énergie cinétique. Donc, on définit le théorème de l'énergie cinétique comme étant la variation d'énergie cinétique des forces extérieures soumises à un système au cours d'un chemin AB, et donc ça se transcrit par ceci. Delta, ça signifie variation, donc la variation d'énergie cinétique au cours du chemin de A vers B, donc on a A vers B avec une petite flèche, c'est égal à la somme des travaux des forces, donc du coup il convient de faire un bilan des forces pour pouvoir évaluer ensuite le travail de chaque force. Cette variation d'énergie cinétique, une variation, il faut toujours se rappeler qu'une variation c'est la fin moins le début. C'est important parce que le signe, si la variation est négative, ça indiquera une perte d'énergie par le système, et si la variation est positive, ça indiquera un gain d'énergie par le système. Du coup, ici, si on applique ça au chemin B, B étant le point final, c'est l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A, qui sera égale aux travaux des forces. Donc maintenant, on a renforcé notre étude énergétique par le théorème de l'énergie cinétique, et ce théorème va avoir plusieurs conséquences. Donc la première conséquence, ça va être l'apparition d'énergie potentielle. Et là, on va regarder dans le cas de l'énergie potentielle de pesanteur. En fait, quand on est soumis à un champ de pesanteur, on a systématiquement le poids qui va travailler. Ça, c'est valable pour tous les systèmes où on se trouve à la surface de la Terre. Du coup, la variation d'énergie cinétique sur le chemin AB va être égale au travail du poids, P scalaire AB, plus la somme des travaux des autres forces. Alors là, on va occulter cette somme des travaux, on va regarder plus précisément le travail du poids, donc la quantité P scalaire AB. On peut démontrer que cette quantité-là, P scalaire AB, peut s'écrire sous la forme moins mg, facteur de ZB moins ZA. ZB étant l'altitude du point B et ZA l'altitude du point A. Et dans ces conditions, eh bien, on peut remodeler cette expression en prenant cette quantité moins mg ZB moins ZA et en la mettant du côté de l'énergie cinétique. On développe, et à ce moment-là, on fait apparaître deux termes, mgzb et mgza. Et la particularité, c'est que ces deux termes ne dépendent que de la position. Ils ne dépendent pas du chemin suivi, ils ne dépendent pas de la force, ça dépend que de la position de l'objet. Et le fait que ça dépende que de la position de l'objet, eh bien, on va appeler ça une énergie potentielle. Donc, c'est une des définitions de l'énergie potentielle. Et du coup, on a l'énergie potentielle exprimée au point B, l'énergie potentielle exprimée au point A. On voit que les deux expressions sont identiques, c'est du mgz. Mgz dans les deux cas, l'une en B, l'autre en A. Et à ce moment-là, eh bien, on a la définie d'énergie potentielle, et cette énergie potentielle, on la note mgz plus une constante, parce qu'il faut déterminer un endroit de l'espace où l'énergie potentielle est nulle. Donc K, c'est une constante à déterminer, ou bien elle est imposée par le descriptif de l'expérience. Alors souvent, on choisit une surface, une altitude, Z, qui sera égale à 0,
Et à ce moment-là, quand z égale 0, on choisira l'énergie potentielle égale à 0, ce qui fait que souvent la constante K, elle est nulle. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez pu rencontrer déjà ou supposer sans le savoir. Alors, la première conséquence, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Et la seconde conséquence, c'est que quand on prend notre expression travaillée, là en bas, eh bien, on peut réintégrer l'énergie cinétique et regarder au niveau énergétique ce qui se passe du côté de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. En fait, on peut regrouper l'expression, et quand on regroupe les termes qui dépendent de B et les termes qui dépendent de A, on peut factoriser. Et on a ECB plus EPB, et ça, on va l'appeler l'énergie mécanique en B. Pourquoi l'énergie mécanique? On a la part qui dépend de la vitesse et la part qui dépend de la position. Comme vitesse et position, c'est ce qui décrivent le mouvement, on appellera ça l'énergie mécanique. Et on s'aperçoit qu'on a l'énergie mécanique en B moins l'énergie mécanique en A, qui nous donne la somme des autres travaux. Donc, du coup, ici, on vient d'introduire la définition, la construction de la définition de l'énergie mécanique, qui finalement va s'exprimer de la façon suivante. L'énergie potentielle de pesanteur, l'énergie mécanique du point de l'espace vont définir les énergies du mouvement, et l'énergie mécanique s'exprime en fonction de EC, de EP, dans un point, en un point de l'espace. Donc là, on prend un point de l'espace et on calcule l'énergie mécanique pour ce point-là. Les énergies potentielles sont toutes les énergies potentielles qui existent. Après, on peut raisonner en termes de variation. Donc là, variation, il faut 2 points de l'espace. Donc pour alléger l'écriture, on écrit juste variation. On n'affecte pas les 2 points, mais la variation d'énergie mécanique sera égale à la variation d'énergie cinétique plus la variation d'énergie potentielle. Du coup, on peut écrire cette variation d'énergie mécanique entre le point B et le point A, si on va de A vers B, comme étant la variation d'énergie mécanique, mais c'est égal aussi à la somme des travaux des forces entre A et B. Et là, si on prend cette expression-là, finalement, on voit qu'il y a 2 termes très spécifiques qui sont liés aux forces qui apparaissent, le terme en bleu et le terme en jaune. Le terme en bleu, donc, c'est l'énergie potentielle, mais l'énergie potentielle, elle est consécutive d'une action d'une force constante, comme le poids par exemple. Et les forces qui découlent d'énergie potentielle, on va les appeler forces conservatives. Celles qui ne permettent pas de définir une énergie potentielle, on va les garder dans l'écriture, mais ce seront des forces dites non conservatives. Alors pourquoi on a attribué ces 2 termes? Eh bien, au cours du mouvement, on a donc de l'énergie potentielle, du travail du poids, le terme de l'énergie cinétique, on a défini les énergies potentielles et mécaniques, et on a défini notamment la variation d'énergie mécanique. Si la somme des forces qui sont non conservatives est nulle, s'il n'y a pas de force non conservative, finalement on voit que la variation d'énergie mécanique, elle vaut 0, et du coup on dit dans ces cas-là qu'elle se conserve. La valeur de l'énergie mécanique en un point A et la valeur d'énergie mécanique en un point B sont identiques. C'est pour ça qu'on utilise l'attribut conservation. Et du coup, si cette énergie mécanique change, elle est non conservative. Du coup, on qualifie le travail des forces comme étant non conservatif, et notamment les forces deviennent des forces non conservatives. Donc ça, ce sont des résultats importants que vous avez déjà utilisés. Donc ces forces non conservatives là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir, en appliquant cette variation d'énergie mécanique, trouver des travaux de forces non conservatives. Donc on pourra trouver les énergies qui sont dissipées ou qui sont apportées au système par cette expression. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important, parce que on pourra le faire sans même connaître vraiment la valeur des forces. On pourra déterminer l'énergie au cours du système. Et ça conduit aussi à l'étude du coup des forces non conservatives par comparaison de la variation d'énergie cinétique et des variations d'énergie potentielle. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va retenir? Eh bien, dans un système en mouvement, on a plein d'énergies. Énergie mécanique, énergie cinétique, des énergies potentielles, donc là j'en ai référencé quelques-unes. Donc les 2 premières énergies mécaniques et cinétiques, elles sont importantes. L'énergie mécanique, c'est une formule générale, donc c'est l'énergie cinétique plus toutes les énergies potentielles qui s'appliqueraient. L'énergie cinétique, c'est un demi de mv carré. Et puis après, il y a 3 énergies potentielles qui sont importantes pour nous cette année. L'énergie potentielle de pesanteur, qui est égale à mgz plus k. L'énergie potentielle électrique,
Alors là, il n'y a pas de formule parce que ça dépend de l'orientation de la force électrique. Contrairement à l'énergie potentielle de pesanteur, le poids est toujours vertical vers le bas. L'énergie potentielle électrique, son orientation, elle va dépendre du problème qu'on vous soumet. Par contre, dans le problème, le champ reste constant, donc ça définit une énergie potentielle. Donc ça, il faudra voir en fonction des problèmes. Et enfin, on aura par la suite l'énergie potentielle de gravitation. Attention, c'est pas l'énergie potentielle de pesanteur. La gravitation, on est dans l'espace. Dans l'espace au sens physique du terme. On n'est plus sur la Terre, on n'est plus dans l'atmosphère terrestre, on est dans l'espace. Et du coup, à ce moment-là, comme on n'est pas à une distance fixée du centre de la Terre, la distance ici elle est notée R, et bien on a une expression de la forme suivante, grand G, petit m grand M sur R. Alors on distinguera tous ces éléments-là dans le cours lorsqu'on étudiera les mouvements des planètes, des satellites dans l'espace. On reviendra sur cette énergie potentielle. Donc voilà, l'idée c'est ici de faire un petit rappel de tout ce que vous êtes censé avoir fait l'année dernière, et puis on détaillera tout ça lundi. Voilà, bon, bonne lecture, revoyez l'enregistrement, et je vous mets le PowerPoint sur Illico pour que vous puissiez extraire, éventuellement imprimer les slides. Voilà. À lundi.